Bonjour à tous, démystifions l'audio et l'acoustique épisode 3, où je vais parler des enceintes acoustiques, domaine où il y a quand même quelques a priori, alors je vais essayer de clarifier tout ça, et je finirai cette vidéo avec une méthode à suivre absolument pour choisir ces enceintes acoustiques. Il est souvent dit qu'il y a 4 maillons dans une chaîne audio. La source, tout d'abord, lecteur ou platine, ensuite l'amplificateur, nécessaire pour donner l'énergie à la source pour pouvoir être écouté sur des enceintes acoustiques. Ensuite, il y a la connexion par câble et de plus en plus par Bluetooth. Et enfin, les enceintes, qui sont parfois jugées comme étant le maillon faible, car c'est la partie de la chaîne qui a potentiellement la plus grande influence sur le rendu final en fonction du choix que vous allez faire. Mais en réalité, il n'y a pas 4 maillons dans une chaîne audio. Il y en a 7. Mais ça, je vais y revenir à la fin. Eh bien, une enceinte, c'est d'abord un ou plusieurs haut-parleurs. Et ces haut-parleurs, en fait, subissent une double transduction. La première transduction, c'est de transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique, afin de faire bouger l'équipage mobile du haut-parleur. Et la seconde transduction, c'est transformer cette énergie mécanique en énergie acoustique, au travers de la membrane, afin de faire bouger les particules d'air en périphérie de cette membrane et générer une onde sonore. Le haut-parleur va émettre une onde acoustique vers l'avant de son diaphragme, mais également vers l'arrière de son diaphragme. Et l'onde qu'il émet vers l'arrière de son diaphragme est en opposition de phase avec l'onde qu'il émet vers l'avant. Et donc, ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle un court-circuit acoustique, c'est-à-dire que les deux ondes vont s'annuler. Alors, c'est notamment audible dans les basses fréquences, qu'on entend quasiment plus, moins dans les aigus du fait de leur directivité, mais c'est la raison pour laquelle il faut séparer l'onde avant de l'onde arrière. Alors on a plusieurs possibilités pour séparer ces deux ondes. On peut mettre un écran plan infini ou réduit, mais ce qu'on utilise classiquement, eh bien, c'est de l'enfermer dans une enceinte acoustique pour faire cette séparation. Alors vous allez me dire que sur certaines enceintes, on voit des trous devant et que donc ces deux ondes ne sont pas complètement séparées. Alors c'est vrai, c'est notamment le cas des enceintes basse réflexe où on va utiliser des propriétés acoustiques de l'enceinte couplée avec celle du haut-parleur pour soit étendre la bande passante, soit la renforcer. Donc, mais on ne fait pas un court-circuit en fait dans ce cadre-là. D'ailleurs, juste pour illustrer ce que c'est que le basse réflexe, c'est un peu comme quand vous soufflez dans une bouteille, vous allez créer une fréquence de résonance, on appelle ça le résonateur de Helmholtz, et en fait ce que vous faites, c'est que vous faites vibrer l'air qui se situe dans le goulot de la bouteille avec l'air qui se situe dans la bouteille elle-même, et ça crée ce fameux résonateur. C'est à peu près ce principe qui est utilisé dans le basse réflexe, qui va vous permettre soit d'étendre la bande passante vers le bas, soit de renforcer des fréquences dans le bas du spectre. Alors idéalement, il faudrait mettre le haut-parleur sur un écran plan infini, où l'onde avant rayonnerait de manière optimale vers l'avant, l'onde arrière rayonnerait de manière optimale vers l'arrière, mais vous conviendrez que ça ne sert pas à grand chose l'onde arrière, et puis ensuite c'est compliqué de mettre un écran plan infini dans votre maison. Donc c'est la raison pour laquelle on l'enferme dans une enceinte, comme je le disais précédemment. Et tout l'enjeu derrière ça, sur la taille de l'enceinte, c'est qu'au final, ça va se retrouver dans une maison. Donc cette question de taille est aussi liée à ça, c'est comment je fais pour rentrer cette enceinte dans la maison. Sachant que pour qu'il rayonne de manière optimale, le haut-parleur, c'est mieux cet écran plan infini, mais qu'à partir du moment où on l'enferme dans une enceinte, eh bien, on va avoir tendance à raidir un peu cette membrane, et donc de décaler la fréquence de résonance de l'ensemble, et potentiellement de modifier la bande passante. Cependant, il convient d'être conscient que les fabricants d'enceintes savent qu'il y a cette problématique-là, et donc lorsqu'ils conçoivent le haut-parleur et l'enceinte, ils prennent en compte ce phénomène-là, et notamment les haut-parleurs sont conçus pour travailler avec certains types de volumes arrière. Et il y a même des haut-parleurs qui sont conçus pour travailler avec des volumes arrière très petits. Donc en fait, il n'y a pas de règle absolue. Il est logique de penser qu'une grosse enceinte va mieux reproduire les basses fréquences,
mais ce n'est pas une règle absolue, puisque si vous avez un haut-parleur qui a été conçu pour fonctionner avec un faible volume arrière, vous pouvez avoir de très bons rendus en basse fréquence. Et c'est aussi l'intérêt du bass réflexe que j'évoquais précédemment, puisqu'il va vous permettre soit d'étendre la bande passante vers le bas, soit de renforcer des fréquences dans le bas du spectre. En préparant ce démystifiant, je suis allé me balader un petit peu sur les sites qui font des tests d'enceintes acoustiques, et j'ai pu constater que de moins en moins, ils présentaient les résultats, et je pense que c'est une bonne chose, parce que pour pouvoir les interpréter de manière correcte, il faut être un petit peu aguerri, et surtout il faut tenir compte du fait que ces mesures sont faites dans des conditions qui ne correspondent en rien à vos conditions d'écoute dans un salon, puisque c'est des mesures qui sont faites dans des chambres anéchoïdes, ce qui correspond comme si vous faisiez des mesures dehors sans aucune réflexion, et avec un microphone, ce qui n'est pas du tout ce que vous faites dans votre salon, où vous écoutez avec vos oreilles, avec toutes les réflexions de la pièce en question. Alors la courbe de réponse sert d'abord à évaluer le rendu de l'enceinte sur l'ensemble du spectre audible. Alors certains se rassurent lorsque c'est bien plat, ou d'autres recherchent des graves. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Alors il y a la sensibilité ou la force sonore qui permet, en fonction d'un certain niveau électrique, de donner un niveau de pression acoustique. Ensuite, si vous voulez avoir des notions de puissance sonore et de niveau acoustique, là il faut regarder, alors parfois c'est donné par les constructeurs, mais sinon vous pouvez trouver ça sur les sites de comparaison. C'est le nombre de dB par milliwatt qui vous donnera une information sur la puissance acoustique de l'enceinte. En fait, le chiffre qui est indiqué sur les enceintes acoustiques de puissance électrique maximum ne vous renseigne pas réellement sur la puissance acoustique, mais il vous renseigne sur la puissance maximum de l'amplificateur que vous pouvez mettre sur cette enceinte avant de la détériorer. Donc c'est quand même important de regarder quelle est la puissance maximum de votre amplificateur et ce que peut supporter votre enceinte acoustique. Ensuite, il y a le taux de distorsion. Alors évidemment, plus le taux de distorsion, on va rechercher le taux de distorsion le plus bas possible. Il y a aussi des mesures en temps-fréquence. Alors ça, c'est pour notamment caractériser l'enceinte sur des impulsions brèves, hein, puisque la musique, c'est pas que des fréquences, il y a aussi des aspects temporels. Voilà, globalement, le type de mesure qu'on peut retrouver sur des enceintes acoustiques. C'est une question qui n'est pas très facile, mais pour tenter d'y répondre, vous pouvez constater que dans une enceinte, il y a deux parties. Il y a tout d'abord l'ébénisterie, et vous pouvez voir qu'il y a des enceintes qui ont une esthétique qui est extraordinaire, et donc le coût de l'ébénisterie a été très élevé, et potentiellement vous payez sur tout ça. Puis ensuite, concernant les haut-parleurs eux-mêmes, ça va dépendre du travail qu'a fait le constructeur dans la réalisation du haut-parleur, dans sa conception, et des choix qu'il a fait sur des matériaux, et des matériaux qui coûtent cher. Par exemple, mettre des petits aimants avec mais qui soient avec une forte aimantation, ça coûte cher. Vous avez des fabricants qui bobinent encore à la main. Donc vous payez aussi les années précédentes de recherche et développement qui ont été faits pour aboutir à certains choix faits dans le haut-parleur, et ensuite il y a toute la conception acoustique elle-même. Donc vous payez plusieurs choses. Évidemment, vous payez aussi la marque et le standing de votre achat. Le bon prix, finalement, c'est le prix que le client est prêt à payer. Et dans le haut de gamme, on touche quand même aussi un petit peu à l'irrationnel, où le moindre détail peut se payer très cher. Bon, il est vrai que ça peut paraître un peu parfois nébuleux. Bon, 2.0, c'est deux enceintes pour écouter de la musique en stéréo. Pourquoi en stéréo et pourquoi deux enceintes? Parce qu'on a deux oreilles. Alors 2.1, c'est quand on rajoute un caisson de basse en général, parce que les deux petites enceintes, justement, comme elles sont petites, elles n'arrivent pas à reproduire suffisamment de graves. Ensuite, dans tout ce qui est home cinéma, donc pour écouter des films et pour avoir l'impression d'être au cinéma, on a les systèmes avec des multi-enceintes. Le plus connu, donc, c'est le 5.1, où on a toujours les deux enceintes droite et gauche pour la majeure partie des scènes du film. On a
le pont 1, donc ça c'est le caisson de base qui est plus imposant que dans l'exemple précédent, parce que là il s'agit de reproduire les explosions, les bruits des vaisseaux spatiaux, etc. L'enceinte centrale qui elle va reproduire tout ce qui est dialogue, et enfin les enceintes arrière qui vont reproduire tous ces effets qui vont vous immerger complètement dans le film. Alors après, vous avez encore d'autres configurations pour encore plus vous épater. Alors là, on rentre dans des notions qui sont plutôt marketing et commerciales, pas seulement, mais quand même. Bon, tout d'abord, haute fidélité. Alors, certains pensent que la haute fidélité garantit une certaine qualité de rendu de leur système, mais en fait, il n'en est rien. Il n'y a pas de normes. Donc en fait, n'importe quel distributeur, n'importe quel fabricant peut dire que son système est hi-fi, il n'aura pas passé des normes pouvant garantir qu'il est effectivement hi-fi. Avec le HD et le High Resolution, on est toujours un petit peu dans le marketing, mais un peu moins. Donc ce qui est souvent annoncé, c'est que c'est 24 bits et 96 kHz de fréquence d'échantillonnage. Bon, si on regarde un CD, il est codé sur 16 bits, 44 kHz. Ce qui fait que la dynamique possible avec un CD est de 96 dB. Je rappelle que la dynamique possible avec un vinyle n'est que de 70 dB. Je vous renvoie au Démystifions épisode 2 pour plus de détails. Or, l'oreille humaine, elle a une dynamique de 120 dB. Et donc, pour arriver à reproduire l'ensemble du spectre sonore de l'oreille humaine, que ce soit d'un point de vue dynamique, fréquentiel et temporel, on devrait plutôt être sur du 20 bits, 51 kHz. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui est haute définition, c'est lorsqu'on dépasse les 16 bits, et tout ce qui est high resolution, c'est lorsqu'on dépasse les 44 kHz de fréquence d'échantillonnage. On notera quand même que le fait justement d'augmenter la fréquence d'échantillonnage va permettre de coller mieux au fonctionnement dynamique de l'oreille, notamment sur ses aspects temporels. Alors concernant le lecteur et l'amplificateur, on peut dire que plus vous y mettez le prix, plus vous allez avoir du matériel correct. C'est pas complètement faux de dire ça. Maintenant, parlons des câbles. Donc, un câble, c'est une résistance électrique. Donc il y a un peu de signal qui va se perdre dans le câble. Donc si on veut éviter de perdre trop de signal, eh bien, il faut mieux avoir des câbles gros, notamment si les haut-parleurs sont loin. Le meilleur conducteur pour les câbles, c'est le cuivre. On lit de ci, de là qu'il faut avoir des connexions en or. Pourquoi ? En fait, le seul défaut du cuivre, eh bien, c'est qu'il s'oxyde et que l'or ne s'oxyde pas. Maintenant, la meilleure connexion pour connecter des enceintes, c'est de pincer ce cuivre. Et si vous n'êtes pas dans un milieu qui s'oxyde, tout va bien se passer. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les enceintes et en sortie des amplis, vous avez la possibilité de pincer ces câbles. Alors le Bluetooth, c'est un standard de transfert des données sans fil, et ce standard est aujourd'hui le plus utilisé dans le domaine des enceintes, donc ce qu'on appelle les enceintes Bluetooth. Alors, il faut savoir que pour écouter de la musique sur du Bluetooth, il y a à la fois une phase de compression et de décompression, et tout dépend le type de codec qui est utilisé en sortie de la source et en entrée de l'enceinte, donc il peut y avoir potentiellement des pertes. Donc là, il y a des choses qui sont annoncées par les fabricants, il y a des annonces aussi marketing. Il ne faut pas oublier que c'est une adéquation entre la source et le récepteur. Donc je vous encourage à faire ce que je propose à la fin de ce démystifiant, si vous devez choisir finalement d'utiliser des enceintes Bluetooth. Je vous disais au début de ce démystifiant qu'en fait il n'y avait pas 4 maillons dans une chaîne audio, les 4 maillons que nous avons pu voir, donc la source, l'amplificateur, la connexion, les enceintes, il y en a 7. Le 5e maillon, eh bien, c'est votre salon, votre lieu d'écoute.
parce que vos enceintes, vous n'allez pas les écouter dans une chambre anéchoïde, il vaut mieux pas d'ailleurs, vous allez les écouter dans une pièce avec des réflexions qui vont changer la coloration du son que vous écoutez. Et donc là, quelques petits trucs, il faut favoriser au maximum la diffraction et la diffusion du signal pour avoir le son le plus homogène possible, donc avec des meubles, avec de la décoration. Quand vous rentrez dans une pièce vide, dans un appartement, vous remarquez qu'il y a de l'écho, et dès que vous meublez, vous vous apercevez que cet écho disparaît, c'est un petit peu ce qu'il faut faire pour les enceintes. Vous noterez quand même que lorsque on rapproche l'enceinte d'un mur, ou d'un angle, ou d'un coin, vous allez renforcer les basses fréquences. Alors, ça peut être un problème, et donc il ne faut pas hésiter à les éloigner si vous trouvez qu'il y a trop de graves. Par contre, ça peut être aussi un atout si vos enceintes n'en donnent pas assez pour les renforcer en utilisant cette astuce acoustique de les placer dans les coins. Donc le lieu, c'est vraiment essentiel dans le rendu global de la chaîne audio. Le sixième maillon, eh bien, c'est vous, parce que vous avez votre propre audition, vous avez vos propres ressentis, vos propres goûts, et donc quand vous allez écouter une paire d'enceintes par exemple à 300 €, il est tout à fait possible que vous la trouviez meilleure qu'une paire d'enceintes 10 fois plus chère. Il n'y a aucun snobisme ou incompétence là-dedans, vous êtes tout simplement un être humain. Le septième maillon, il est essentiel également. En fait, l'impression subjective que vous allez avoir en écoutant des enceintes va dépendre de la musique que vous écoutez. Donc si dans un magasin, on vous fait écouter du jazz alors que d'habitude vous écoutez de l'électro, l'impression que vous allez avoir sera différente. Et vous pouvez avoir un rendu favorable sur des enceintes avec du jazz, mais en fait, si on vous avait mis la musique que vous écoutiez d'habitude, le rendu, l'impression que vous aurez serait complètement différent. Donc, il est essentiel dans le choix de vos enceintes d'écouter avec la musique que vous-même vous écoutez. Et donc, on va arriver maintenant à la méthode absolument nécessaire pour écouter ces enceintes. Faites-vous confiance. Alors certes, vous ne pouvez pas amener le salon dans lequel vont être placées vos enceintes. Par contre, vous pouvez tout à fait amener au magasin où vous allez acheter vos enceintes la musique que vous écoutez. Et c'est essentiel pour vous rendre compte de l'impression subjective que vous allez avoir avec ces enceintes. Donc la méthode absolument nécessaire, c'est celle-là. Amenez la musique que vous écoutez lorsque vous allez choisir des enceintes. Et vous serez peut-être surpris de constater que ce n'est pas forcément les enceintes les plus chères qui vous correspondent le mieux. Vous avez des goûts propres, une audition qui vous est propre, il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Voilà,